Hola tout le monde. Désolée pour le temps d'attente depuis la dernière vidéo, mais me revoilà, j'espère que vous allez bien. Alors pour commencer, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble la vie en auberge. C'est juste absolument immonde. Il n'y a plus de place dans la poubelle, donc les gens mettent à côté. Il y a des cheveux partout. Il n'y a pas de papier. On est arrivé à Salento, un petit village situé dans la région du café. Car tu dois le savoir, la Colombie produit l'un des meilleurs cafés au monde. Alors si t'aimes bien la nature, faut pas que tu rates cet endroit. C'est des montagnes toutes vertes à perte de vue et des plantations de café partout. On n'est pas très loin de Bogota. Et cette région du café est aussi appelée le triangle du café, situé autour des villes de Manizales, Pereira et Armenia. Dans le pays, on cultive le café dans plus de 20 régions, mais plus de la moitié de la production du pays provient d'ici. Ça représente 10% de la production mondiale de café. Et en ce moment, on est dans le village colonial de Salento. Aujourd'hui, on va visiter la vallée de Cocora, donc c'est à côté de Salento. Là, il est 8h30. Je vais partir de Salento. J'ai les cheveux propres, vous avez vu, c'est rare. Donc là, je vais aller m'acheter, je pense, de quoi manger un peu pour ce midi, parce que du coup, c'est une vallée, c'est une randonnée qui dure 6 heures. J'ai trop hâte, il fait trop beau, c'est trop cool. La place principale est encore toute calme parce que c'est le matin. Là, je sors de la supérette, je viens de m'acheter des petits trucs à manger. Apparemment, c'est là-bas qu'il y a les plus hauts palmiers du monde qui peuvent aller jusqu'à 60 mètres. Donc ça va être trop cool, en plus il fait trop beau. Maintenant, je dois trouver les voitures qui vont dans la vallée. Normalement, elles sont sur la place principale, mais apparemment là, elles sont dans les petites rues autour. C'est des jeeps qui ressemblent à ça, donc on doit plus être très loin. C'est bon, on est en route. On arrive sur le site. Alors vous avez toute une partie où vous pouvez payer pour vous prendre en photo devant différentes attractions dans la vallée. Là les gens ils font la queue pour se prendre en photo en haut. Mais nous on va directement dans l'autre partie pour commencer la randonnée. Ça fait assez bizarre de voir des palmiers en plein milieu des montagnes, mais ceux-là ils résistent au froid, aux pluies. On les appelle les palmiers de cire parce qu'avant on utilisait la cire qu'il y a dans leur écorce pour fabriquer des bougies par exemple. Mais aujourd'hui le gouvernement les protège pour éviter qu'ils disparaissent. Ce sont les palmiers les plus hauts du monde. C'est impressionnant quand même. Il y a une branche qui vient de tomber avec des fruits. Imagine, tu te prends ça sur la tête. Bon, ce que je raconte a l'air passionnant, mais j'ai enregistré en mode accéléré. Oups. En gros, j'étais en train de vous expliquer que la randonnée continue dans la forêt, dans des chemins boueux. Et si c'était à refaire, je vous conseillerais de faire dans le sens inverse de ce que j'ai fait, parce que je le savais pas, mais tous les points de vue pour voir les palmiers sont au début, après vous les voyez presque plus, et moi j'aurais préféré marcher pendant des heures et avoir la récompense des palmiers à la fin. Mais c'est pas grave, la balade est quand même super sympa.
J'ai presque fini la marche, donc là ça fait à peu près 5 heures je pense que je marche. Donc on va revenir dans le petit village. On a quitté la forêt, mais il y a toujours autant de boue. Regardez comme c'est beau! T'as quand même un paysage de ouf pour aller brouter ton herbe là. Wow. Bon, à la fin, j'ai pas résisté à retourner au premier point de vue pour retrouver ce panorama une dernière fois. Et après, je suis rentrée à mon auberge. Et voilà à quoi ressemble le village de Salento. Donc c'est un petit village colonial avec des ruelles toutes colorées. Et il y a une grande rue principale avec des bars, des restaurants et beaucoup de boutiques d'artisanat où vous pouvez acheter des bijoux par exemple. On va aller au bout de la rue principale pour accéder au point de vue. Une fois qu'on a monté tous les escaliers, on a une vue plutôt sympa avec d'un côté le village et de l'autre côté toute la vallée. Et ici, ils préparent des cortados de leche. Alors si j'ai bien compris, c'est une sucrerie qui est 100% artisanale. C'est fait à base de lait et ils rajoutent du citron, de la cannelle, des choses comme ça. Ambiance ici. Alors je voulais un petit truc dans la nature, je suis servie, il n'y a absolument personne, je suis perdue nulle part ici. Bon bah bonne nuit hein. L'endroit est quand même hyper beau et hyper tranquille. Je suis littéralement seule au monde. Dans ma petite chambre. Il n'y a personne d'autre. Ah, le petit déjeuner avec le bruit de la rivière. Et elle m'a donné ça à goûter. Bon, c'est une pâte de fruits quoi. Bon, quand on voyage, on n'a pas beaucoup de vêtements. Moi perso, j'ai que 4 t-shirts. Donc faut trouver des solutions pour éviter de trop vite se lasser. Enfin bref, je dis ça, mais ça fait depuis le début de mon voyage, ça fait des mois et des mois que j'ai que mes 4 t-shirts. J'en avais racheté quelques-uns. Mais bon, pour éviter un maximum de racheter, il y a des auberges qui font des choses assez cool, c'est qu'ils mettent un panier à disposition et les gens peuvent déposer les vêtements qu'ils veulent plus, vous pouvez les récupérer, vous pouvez vous aussi mettre vos vêtements. Et je trouve ça assez sympa. Donc là par exemple j'ai trouvé un t-shirt, bon c'est un t-shirt homme, mais j'aime bien ce genre de couleur, en plus il y a des motifs ethniques. Mais clairement il monte beaucoup trop haut, c'est horrible et il est hyper chaud.
Donc là j'ai demandé un petit ciseau à l'auberge, j'ai de le customiser pour qu'il soit un peu moins haut comme ça là, et qu'il soit peut-être avec des manches courtes. Je vais voir ce que je fais. Je vais vraiment y aller à l'arrache. De toute façon c'est un t-shirt qui est tout abîmé. Donc je pense qu'il aurait pas intéressé grand monde. Hop. Je sais pas comment je coupe les manches en fait, j'aimerais bien faire des manches un débardeur quoi, mais... Et là du coup je vais faire un petit point parce que ça fait pas joli, ça rebique de ouf. Pas mal le petit crop top, non? Après cette petite pause couture, on va partir découvrir une ferme de café, une finca comme on les appelle ici. Il y en a une à 1 heure à pied d'ici, donc let's go! Ça aurait été dommage de visiter la région du café sans en apprendre un peu plus sur le café. Donc là on arrive à la finca Ocaso et ici on va découvrir tout le processus de fabrication du café. C'est un long processus donc je ne vais pas tout te détailler, mais en gros le grain de café provient d'un petit fruit qu'on trouve sur des arbustes qu'on appelle les caféiers. Et ces fruits du caféier, on appelle ça les cerises, tout simplement parce que ça ressemble à une cerise. Je vais essayer de te mettre une photo pour que tu puisses voir. Et pour faire pousser ces fruits, la première étape c'est de prélever une graine de café de ce fruit et de la planter dans du sable. Il faudra attendre 2 mois pour que la graine elle puisse germer. Et enfin on pourra mettre cette germe dans un sac rempli de terre. Et après il faut encore attendre 6-7 mois pour enfin pouvoir les mettre en terre, en respectant bien 1 mètre d'écart entre chaque plant. Et chaque rangée doit être espacée de 2 mètres. C'est seulement après 3 ans qu'on commence à voir la première floraison et encore des mois plus tard pour voir les premiers fruits. Ensuite vient la récolte qui se fait entièrement à la main. On a testé avec nos petits paniers en osier autour de la taille et il faut cueillir essentiellement les fruits arrivés à maturité. Donc ici c'est ceux qui sont rouges, comme celui-ci. Alors imaginez le travail énorme que ça représente pour les cueilleurs qui font ça toute la journée avec le soleil, avec l'humidité, où ils font seulement des allers-retours comme ça, et en plus ils sont payés par rapport au poids qu'ils vont ramener. Une fois que les fruits ont été collectés, il va falloir en extraire les grains de café, et pour ça on met les fruits dans cette machine qui va retirer la peau et la pulpe qui est autour des grains. Ensuite on lave les grains à l'eau et on les fait sécher, soit grâce à cette machine de séchage, soit directement au soleil comme ici. La méthode où ils lavent les grains, ils appellent ça la méthode humide ou lavée, qui est différente de la méthode sèche, ou dite aussi naturelle, qui elle va être beaucoup moins coûteuse parce qu'elle nécessite beaucoup moins de machines et surtout beaucoup moins d'eau. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en général le café lavé va être plus cher que du café naturel. D'ailleurs sur certains paquets de café, sur l'étiquette vous pouvez voir la précision café naturel, café nature ou café lavé. Et en fait ça correspond tout simplement à la méthode de séchage utilisée. Bref, une fois sec, il reste autour de ces grains une fine couche qu'on appelle la parche. Donc il va falloir procéder au déparchage, c'est-à-dire enlever cette dernière couche. Et puis seulement après on va retrier tous les grains pour ne garder que les meilleurs. Et ensuite les torréfier, les moudre et puis enfin on pourra savourer le bon café. Nous justement on a terminé avec une petite dégustation où on a tenté de reconnaître différents arômes, que ce soit fruité, fleuri, épicé, etc. etc. Et franchement c'est tout un art et je n'y suis pas encore. Mais j'ai quand même eu mon petit diplôme à la fin. Merci de suivre mes vidéos et à très vite.